Qu'est-ce que c'est le droit pénal ? Pour le résumer, c'est une matière qui concerne toutes les infractions définies par le code pénal. Donc il y en a un certain nombre. Ce qu'il faut retenir, c'est, on va dire, les 3 catégories d'infractions. Les plus graves, le crime, c'est-à-dire le meurtre, l'homicide volontaire. Ça contient aussi le viol, ça contient l'assassinat, ça contient le vol à main armée. Beaucoup d'infractions donc, qui sont punies d'une réclusion criminelle. Et ensuite, on a les délits, donc, qui sont des infractions moins graves que les crimes. Et en dernier lieu, vous avez les contraventions. Donc, quand vous êtes avocat exerçant en droit pénal, vous êtes amené effectivement à intervenir dans l'ensemble de ces infractions dès qu'un client vous choisit ou dès que vous êtes désigné par le bâtonnier pour intervenir. La richesse de ce métier, c'est qu'aucune semaine ne se ressemble. Pour Vincent Leginter, avocat libéral qui exerce principalement en droit pénal et en droit médical, droit de la santé, impossible de parler d'une journée type. Son quotidien oscille entre les audiences, où il plaide pour défendre les intérêts de ses clients, et le travail au cabinet, rédaction d'actes, rendez-vous avec les clients, réflexion stratégique. À cela s'ajoutent les déplacements, parfois fréquents, notamment à Marseille ou à Nice, pour participer à des expertises médicales. Dans ces moments-là, Vincent peut intervenir pour défendre un établissement ou un praticien. Il figure également sur des listes de permanence pénale, ce qui l'amène à plaider en urgence au titre de désignation d'office, notamment lors de comparutions immédiates. Ça y est, c'est parti. Vincent sait à quelle heure il commence, mais il ne sait jamais quand sa journée s'achèvera. Là, on est au palais. Tout à fait. Vous avez une robe, vous ? Oui, on a une robe d'avocat qui doit être portée dans l'exercice de nos fonctions judiciaires. Donc effectivement, on la porte lorsque l'on intervient en audience. Déjà, elle permet d'assurer un principe d'égalité pour tous les avocats, c'est-à-dire on porte tous la même robe. On n'est pas censé nous distinguer, on n'est pas censé mettre des distinctions sur ce costume d'audience. Et en même temps, mais ça c'est plus intime et c'est peut-être un peu plus dans le registre des idées, c'est que moi, cette robe, elle me protège aussi. C'est-à-dire que quand je vais en audience et que je porte la robe et que je plaide, je ne suis pas le même, en fait. Et ça permet vraiment d'investir son rôle d'avocat de manière pleine et entière et en même temps de se protéger aussi. Et quand je la quitte, évidemment, je redeviens celui que je suis dans la vie de tous les jours. Leginter Vincent, 38 ans, avocat à Montpellier. Quand vous préparez une audience, le travail, il est plus ou moins long ? Comment ça se passe ? Ça dépend des dossiers. Ça dépend vraiment des dossiers. Il y a effectivement des dossiers qui sont très longs, très complexes, très techniques, donc qui parfois nécessitent de demander des avis techniques et puis aussi de réfléchir à une stratégie. Et puis vous avez des dossiers assez simples, ça peut être des dossiers de contravention, de violence, ça peut être aussi en fonction de la position du client dans le dossier. Est-ce qu'il reconnaît les faits, est-ce qu'il ne les reconnaît pas, donc le travail n'est pas le même. Donc il y a vraiment tout un tas d'éléments qui font que chaque dossier est vraiment différent. Voilà. Quel est le plaisir de ce métier ? Pour moi, c'est vraiment d'explorer le monde humain. Voilà. On a la chance, en étant avocat, de toucher à tout et de rentrer vraiment dans l'humanisme, c'est-à-dire de ne pas être étranger à tout ce que fait l'humain. Et donc on va être amené à rentrer dans l'intimité des gens, à rentrer chez eux. Parfois on peut faire des rendez-vous d'ailleurs chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à votre cabinet. On est amené à rentrer dans leur intimité, à les questionner. On est dans le droit pénal, on est quand même nourri par désormais les expertises psychiatriques, psychologiques. Donc vous rentrez vraiment dans la psyché de l'homme ou de la femme. Et puis vous êtes aussi amené à traiter avec tout un tas de justiciables plus différents les uns que les autres. C'est-à-dire vous aurez le justiciable très précarisé, très désocialisé. Et puis vous aurez aussi le justiciable beaucoup plus riche, beaucoup plus éduqué. Donc c'est pas les mêmes manières d'ailleurs de les appréhender et de les défendre. Et donc c'est ce qui fait la richesse de ce métier, c'est les rencontres que vous faites. Et quelles sont les difficultés de ce métier ? C'est un métier qui peut vous isoler. Et c'est assez paradoxal parce que je viens de vous dire que ce métier-là, c'est la rencontre de plein de milieux, de plein de mondes, de plein d'humains, de plein d'hommes et plein de femmes. Mais in fine, c'est quand même vous qui, tout seul dans votre cabinet, mettez en place une stratégie avec l'accord du client, mais c'est vous seul qui allez plaider, qui vous retrouvez
face à l'institution pour plaider. Et puis, on a souvent le défaut en tant qu'avocat de croire que la mauvaise décision est de notre faute et que la bonne n'est pas de notre fait. Donc oui, on a un risque quand même de s'isoler dans à la fois les défaites et les victoires. Est-ce que vous avez des consoeurs ou des confrères que vous consultez en cas de doute ? Ouais. Ce qui est bien et ce qu'il faut faire à mon avis, et c'est un conseil que je donnerais, même si je suis pas forcément dans la place de celui qui doit donner les conseils, mais c'est d'essayer de toujours cultiver la relation professionnelle avec ses confrères et ses consoeurs et de discuter parfois, évidemment dans le respect de la confidentialité, c'est-à-dire ne jamais évoquer les noms des clients, ne jamais évoquer des éléments qui pourraient permettre de les identifier parce qu'il y a une relation de confiance et confidentielle qui se crée entre l'avocat et son client. C'est un peu comme un médecin. Et donc, quand vous parlez de vos dossiers, vous le faites évidemment sous couvert d'anonymat et vous parlez d'une stratégie générale ou qu'est-ce. Mais donc, c'est important, oui, effectivement, de demander son point de vue parfois extérieur à un autre confrère ou même d'appeler un confrère dans le dossier. Vous pouvez le faire aussi, c'est-à-dire quand vous estimez que tout seul c'est trop difficile ou alors que vous êtes peut-être enfermé dans un angle et qu'il faut peut-être élargir les possibilités, vous pouvez demander à un confrère ou une consoeur de venir vous assister et assister votre client. Et dans ce cas-là, la défense se fait de manière collective. Quel est votre degré d'implication ? Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous empêchent de dormir, de manger ? Et je pense que c'est l'un des sujets essentiels pour la profession d'avocat. C'est comment concilier la vie professionnelle et personnelle et le bien-être et conserver une sanité psychologique. Parce qu'effectivement, quand vous avez travaillé sur un dossier, et notamment en pénal, en particulier en pénal, quand vous vous êtes investi totalement et que vous avez plaidé pendant 20, 30, 40, 1 heure, vous vous êtes beaucoup investi et le dossier, vous le ramenez toujours un peu chez vous. Vous ramenez aussi ce que vous avez lu. Je pense à des dossiers de violences sexuelles. Effectivement, ça peut vous... je dirais pas que ça vous poursuit jusqu'à en faire des cauchemars. C'est pas le cas. En tout cas, me concernant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, vous les avez toujours en tête, ce que vous avez lu et ce que vous avez vu. Donc, à quel point ça vous influence, à quel point ça détermine votre comportement, je n'en sais rien. Mais oui, il faut réussir à couper, il faut réussir à se préserver dans ce métier. Et après, il y a d'autres considérations au-delà du pénal, c'est-à-dire qu'on est un métier à responsabilité. Donc, quand les clients vous mettent leur vie ou leur affaire entre les mains, vous en êtes responsable. Et si vous commettez une erreur, vous serez le responsable. Donc, il y a des dossiers, je pense que beaucoup de confrères pourraient en parler. On est aussi un métier soumis à des délais. Et donc, effectivement, il arrive parfois que, en pleine nuit, vous vous réveillez et puis là, vous pensez à un dossier, vous ne savez pas pourquoi, et vous vous dites « Ah, mais est-ce que je suis encore dans le délai pour faire l'acte que je dois faire ?» Donc oui, c'est un métier qui vous poursuit même dans votre vie personnelle. Ouais. Qu'est-ce qui vous anime ? Ce qui m'anime, c'est vraiment moi, au plus profond de mon métier d'avocat, c'est la défense des droits et libertés fondamentaux. De considérer que chacun a le droit à se défendre devant un tribunal. Chacun doit avoir accès à un juge quand il en a besoin. C'est-à-dire que chacun a le droit d'accéder à la justice. La justice n'est pas rendue par les avocats. Les décisions seraient sans doute différentes. Je pense, par exemple, c'est des contentieux que je n'exerce pas, mais je pense par exemple à des salariés qui ont besoin d'avoir un jugement qui définisse effectivement peut-être les manquements qui ont été commis par l'employeur ou qui redéfinissent leur contrat ou qui leur donnent leur salaire. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, mais il y a des manques de moyens considérables qui sont alloués au service public de la justice et donc il est de plus en plus difficile d'accéder au juge et d'obtenir une décision de justice dans des temps raisonnables. Avez-vous refusé un dossier pour des raisons d'éthique ? C'est-à-dire un client, bien sûr. Un client ? Non, sans doute parce que j'en ai pas eu l'occasion. Souvent, on peut entendre le fait que certains avocats refuseraient, par exemple, de défendre des personnes accusées de viol ou de pédocriminalité, de faits de pédocriminalité. Moi, c'est pas mon cas parce que je considère que chacun a le droit d'être défendu, donc je refuserai pas ces types de dossiers. Je suis notamment inscrit sur des listes de permanence pénale. Qu'est-ce que c'est une permanence pénale ? Ce sont des avocats qui sont volontaires pour intervenir au titre d'une désignation d'office, donc c'est la commission d'office, pour intervenir en urgence, donc par exemple dans le cadre des comparutions immédiates. Avez-vous un cas en tête qui vous a marqué ? Oui,
En fait, je crois que c'est ma première audience en tant qu'avocat à Rennes, où je viens de prêter serment. Donc, on est début 2019. Et l'avocat chez qui je travaillais avait un dossier criminel en cours que j'avais déjà suivi puisque j'étais élève avocat dans ce cabinet avant d'être avocat. Et donc, il se trouve que ce procès criminel allait se tenir et s'est tenu début 2019. Et donc, j'y ai assisté avec l'avocat pour qui je travaillais. C'était un dossier, alors pour le coup, justement, on en parlait sur est-ce que vous refuseriez ou pas des dossiers par éthique ou par conscience professionnelle, personnelle. Là, il se trouve que c'était un dossier pédocriminel où l'homme en question était accusé d'avoir violé 14 enfants, donc ses propres filles et les enfants de son entourage amical ou familial. Donc c'est un procès qui m'a marqué parce que en fait, donc je peux pas évidemment dévoiler ce qui s'est dit pendant les entretiens que l'on a menés à la maison d'arrêt de Vezins à côté de Rennes où il était détenu provisoirement. Mais c'est un dossier qui nous a beaucoup mobilisés et beaucoup interrogés parce qu'il était difficile de se situer sur les faits dénoncés et par rapport à la position de l'accusé qui a nié les faits. C'était lors de l'audience, ça a été rappelé, il a toujours nié les faits. Et il se trouve qu'au 3e jour du procès, il se lève en pleurs. Donc c'était un homme gigantesque, qui faisait pas loin de 2 mètres. Je pense qu'il était à 100 kilos, il avait des mains immenses. Et puis là, il se lève et en fait, il craque en pleine audience à la suite de l'audition de ses filles. Et en pleurs, quasiment inaudible, il explique et il reconnaît les faits, tous les faits. Et donc là, il y a une suspension et donc il est interné de manière très temporaire en unité de soins psychiatriques parce que il y a une tentative de suicide en plus qui s'ajoute à la reconnaissance des faits et le procès peut ensuite reprendre une fois que le médecin a considéré qu'il pouvait recomparaître et il a continué donc sur cette reconnaissance des faits. Pourquoi ça m'a marqué ? Parce que c'est un dossier où vous êtes tenu par un mandat que vous avez, un client qui a toujours nié. Et en même temps, l'inattendu du procès criminel, c'est-à-dire que le procès a permis finalement à cet homme de faire face à ce qu'il avait commis, puisqu'il a reconnu les faits. Et donc ça a vraiment permis de donner en fait aux faits une autre envergure, une autre appréhension. Et là, le travail de l'avocat est difficile parce que ça fait 5 ans que vous travaillez sur un angle, ça fait 5 ans que vous travaillez sur la position de votre client et tout vole en éclats en quelques minutes au 3e jour du procès. Il faut tout changer parce que évidemment ce qui était prévu était de plaider le fait qu'il n'avait pas commis les faits et à partir du moment où votre client en audience publique reconnaît les faits, vous êtes contraint évidemment de plaider en accord avec ce qu'il dit. Donc faut-il croire à l'innocence de son client pour plaider sa cause ? Non, il faut. Alors non, c'est pas nécessaire. On vous demande pas d'ailleurs de croire votre client. Il y a souvent des fantasmes sur la relation entre l'avocat et le client où j'ai l'impression, souvent j'entends les gens dire oui. Mais le client doit dire à son avocat qu'il a commis les faits, mais lui demande de plaider le fait qu'il n'a pas commis les faits. Alors en fait, moi, je n'ai jamais connu ce cas de figure. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats qui ont connu ce cas de figure. Ce qui arrive très souvent, c'est que le client, il vous dit ce qu'il a toujours dit aux autres. Vous n'êtes pas un privilégié ou dans la confidence de quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, votre métier à vous, avocat, c'est pas de croire ou de ne pas croire. D'ailleurs, c'est pas le rôle du juge non plus. Le rôle du juge, c'est pas de croire ou de ne pas croire quelqu'un. On est, surtout en pénal, on est sur un régime de preuve. C'est-à-dire que, à la limite, moi, je m'en fiche de savoir s'il l'a fait ou pas, ou s'il a commis les faits ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si l'accusation apporte la preuve que la personne a commis les faits. C'est différent. C'est pas du tout la même appréhension. Pourquoi je le pense fortement et pourquoi j'ai la conviction que c'est comme ça qu'il faut raisonner ? Parce qu'en fait, ça vaut pour tout le monde, innocent ou pas innocent. Donc, c'est-à-dire que si vous considérez que vous êtes sur le domaine de la croyance, vous allez effectivement condamner des innocents. En revanche, si vous avez chevillé au corps l'idée de la preuve et du fait qu'il faut apporter la preuve de la culpabilité de quelqu'un, là, vous évitez à beaucoup d'innocents la prison.
ou en tout cas une décision de culpabilité. C'est pour ça que je pense que de croire ou de ne pas croire, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, le crime parfait, vous avez déjà posé la question ? Non. Alors non, ça c'est une question que je ne me pose pas. Existe-t-il un crime parfait ? En a-t-il existé ? Est-ce que des gens ont été acquittés alors qu'ils avaient commis le crime qu'on leur reprochait ? On ne le saura jamais. C'est pour ça que c'est un crime parfait. Mais c'est quand même de plus en plus difficile avec les actes d'investigation et les moyens d'enquête, la génétique. Je pense que effectivement c'est difficile de commettre un crime parfait. Quel est votre rôle social et politique dans la société en tant qu'avocat ? Moi, je crois fortement à l'avocat dans la cité. Je crois fortement à l'avocat politique. En toute transparence, je considère que tout est politique. Donc, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre les personnes, quelles qu'elles soient, qui me disent « je suis apolitique ». Non, on est tous situés quelque part. On est tous situés dans une société, dans une cité. Et donc nos gestes, nos idées, nos actions, elles sont politiques. Donc il n'y a pas d'apolitisme ou de personne apolitique. Et donc oui, l'avocat, il est dans la cité, il est politique. L'idée que je m'en fais, moi, c'est évidemment un avocat qui défend les droits et libertés fondamentaux. Et ça, c'est du politique. Y a-t-il une évolution des atteintes aux libertés publiques ? Oui. Et l'évolution, elle n'est pas bonne. On pourrait même parler de régression. Vous avez, au fil des réformes législatives, en particulier en matière pénale, toutes les réformes qui se sont succédées depuis... il faudrait que je reprenne l'historique, mais au moins depuis 20 ans, sont des réformes qui ont grignoté des droits et libertés, qui ont refondu une procédure pénale qui a mis des obstacles à la défense de ces droits et libertés. On prend un seul exemple, et cette interview se déroule dans un moment assez extraordinaire et exceptionnel pour la profession, il n'y en a pas beaucoup, c'est que la majorité des barreaux de province, donc 163 barreaux, se sont positionnés contre le projet de loi qui est porté par Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui est de refondre la justice criminelle en créant ce qu'on appelle une CRPC criminelle. Alors pour faire court, c'est un type de procédure qui existe déjà en matière délictuelle, qui au départ était prévu pour certains délits, puis comme toujours, lorsque l'on ouvre la boîte, on a du mal à revenir en arrière, donc on l'a élargi à tous les délits, et désormais ils veulent, en tout cas Gérald Darmanin veut, l'étendre aux crimes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens alloués à la justice, donc on met beaucoup plus de temps à rendre des décisions, et donc on est dans une gestion des flux et des stocks, et on n'est plus dans l'idée de justice qu'on peut se faire. Et donc l'idée, c'est de désengorger les cours d'assises en permettant à des personnes accusées de crimes de pouvoir reconnaître les faits et de négocier une peine avec le procureur de la République, et donc d'éviter un procès public. Donc là, on est sur, effectivement, une révolution de la justice criminelle qui est rendue en audience publique, avec tout un tas de questions qui restent en suspens, c'est-à-dire comment, en tant qu'accusé de crime, on peut consentir à une peine sans débat. Quelle est la place aussi de la victime ou de la partie civile ? Et dans ce projet de loi, donc vous avez cette partie-là qui, évidemment, contre laquelle la profession est vent debout, et donc a décidé dans beaucoup de barreaux de faire une grève générale. Donc c'est assez rare quand même pour les avocats. Donc il y a beaucoup de barreaux qui vont arrêter les désignations, qui vont demander des renvois pour toutes les audiences. Et cela jusqu'à la séance publique au Sénat le 13 avril prochain. Et dans ce projet de loi, vous avez aussi encore tout un tas de dispositions qui viennent réduire les droits de la défense, notamment les droits de soulever des nullités de procédure, et qui prévoit aussi, par exemple, de maintenir en détention provisoire certaines personnes, alors même que les délais sont dépassés. Donc voilà, donc vous voyez qu'à chaque fois que vous avez une réforme pénale, qui est souvent dite d'ailleurs de simplification, en fait, il n'y a rien de simple. Et on ne simplifie pas, on complexifie et on réduit les droits. Donc effectivement, on est dans ce type d'évolution-là. En fait, à chaque fois, vous pensez jamais que vous êtes inutile ou que ça sert à rien ou jamais. Alors, on est souvent frustré. Ça, c'est, à mon avis, le lot de beaucoup d'avocats qui exercent en droit pénal.
vous vous confrontez souvent à un mur. Et à force de cogner dans le mur, au bout d'un moment, ça fait mal. Donc effectivement, comme vos clients, les mauvaises décisions, vous les prenez mal. Et souvent, vous plaidez en sachant qu'il y aura un mauvais résultat derrière parce que le système vous conduit à ce qu'il y ait une mauvaise décision. J'ai la conviction, et à chaque fois que je plaide en comparution immédiate, je me fais cette réflexion, et d'ailleurs je la fais aussi, je la plaide, c'est qu'on fait tous semblant de rendre justice. On a un dossier police ou gendarmerie qui est très léger, qui a été fait dans l'urgence, avec les sous-dotations que connaît la police ou la gendarmerie, avec des enquêteurs qui sont en nombre insuffisant, avec des actes d'enquête qui n'ont pas été faits. Le procureur poursuit sous ce mode-là, à mon avis, en essayant de se convaincre qu'effectivement il peut requérir la culpabilité sur ce type de dossier, mais qui sera vu en quelques minutes, avec une défense qui ne connaît pas le prévenu avant de plaider, qui l'a rencontré dans les geôles le matin très rapidement, en même temps qu'il a eu connaissance du dossier, et qui plaidera le jour même, donc pour un inconnu, un quasi-inconnu, et ce sera la même chose pour le juge, puisque le juge aura pris connaissance du dossier le matin, et jugera très rapidement l'individu, avec des pièces de personnalité qui vont manquer cruellement. Donc oui, c'est une procédure en fait qui vous oblige à rendre une mauvaise justice, ou à rendre, à mon sens, des décisions de mauvaise qualité, ou des jugements de mauvaise qualité. Il y a des figures historiques qui m'ont évidemment qui m'ont nourri ou qui m'ont inspiré. En tant qu'avocat, moi je pense à Gisèle Halimi, je peux penser aussi à Thierry Lévy, notamment, alors moins pour son exercice même d'avocat que pour ses écrits sur, je pense à Éloge de la barbarie judiciaire, qui est un livre qui, à mon avis, explique très clairement la violence de l'institution judiciaire et comment l'individu est broyé par une machine judiciaire. Si je devais citer 2 noms comme ça, vraiment à brûle-pourpoint, ce serait cela. Et ensuite, non, je me suis nourri de toutes mes rencontres. C'est ce qui fait un homme et une femme, c'est-à-dire qu'on est un animal social. Voilà. Donc on se nourrit de nos rencontres, on se nourrit aussi de nos clients. C'est-à-dire les rencontres qu'on fait, c'est pas forcément les confrères ou consoeurs, c'est aussi les amis, les clients, la vie, quoi. Des conseils à un jeune qui voudrait être avocat comme vous? Mon premier conseil, c'est de ne pas s'isoler dans la profession, de rencontrer les confrères et les consoeurs. C'est très important d'avoir ces échanges de pratiques et d'exercices, parce qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés, on est tous confrontés aux mêmes problèmes. Donc c'est très important d'en discuter pour essayer de trouver une solution, et puis pour enrichir son exercice, pour améliorer sa pratique. Et pour cela, il existe notamment des syndicats. Donc moi, par exemple, je suis membre du syndicat des avocats de France, qui est un syndicat à envergure nationale, qui est le premier syndicat en région, et qui permet justement d'avoir un peu cette boîte à outils et cet échange de pratiques. Donc ça, c'est très important. Parce que ça vous évite l'isolement, et en même temps, ça enrichit votre pratique, et ça vous permet de durer, à mon sens. Et l'autre conseil, c'est de se préserver, parce que c'est un métier qui peut user, c'est un métier qui peut frustrer, et donc de trouver une respiration ailleurs que dans le métier, de ne pas s'y perdre. Quelle est votre respiration ? Moi, la respiration, c'est la littérature, c'est la famille, c'est le sport, c'est les randonnées, c'est la montagne, c'est plein de choses. Les rencontres ailleurs que dans la profession, et puis le collectif. Et en même temps, essayer de se garder aussi, mais après ça c'est en fonction des tempéraments et de la nature de chacun, mais se préserver des moments aussi de contemplation, voilà, qui permet de respirer. Est-ce que plaider c'est euphorisant ? Vous pouvez effectivement vous faire piéger par votre plaidoirie, c'est-à-dire vous pouvez vous laisser emporter, vous pouvez perdre le fil, vous pouvez être dans un état un peu d'euphorie, effectivement parfois. C'est pas à moi de le dire, mais je pense pas être dans ces cas de figure de plaidoirie euphorisante. Je suis quand même plutôt quelqu'un de
Je peux avoir des coups de colère en plaidoirie, mais je ne vais pas non plus plaider sous le registre de la colère pendant 1 heure. Donc je suis plutôt sur des plaidoiries techniques et un peu froides, je pense, mais en même temps qui savent s'arrêter. Je ne suis pas un conteur quand je plaide. Je suis plutôt dans la technique et dans le droit. Effectivement, il y a des confrères qui le font très bien, qui sont plus sur le mode du conteur ou de la conteuse, donc qui vont réussir à raconter une histoire. Mais c'est pas tellement mon registre à moi. Non. Moi, je suis plutôt dans la confrontation avec l'institution, notamment avec le parquet. Donc, je peux avoir des colères froides. Voilà, c'est plutôt dans ce registre-là que je suis. Et on vous laisse combien de temps ? On n'a aucun temps imparti, aucun temps déterminé, mais d'ailleurs, il n'y a pas qu'au pénal, dans tous les contentieux désormais, les magistrats vont montrer pas leur agacement, mais vont savoir vous montrer qu'il est temps d'arrêter. Parfois même en civil, ils vont vous arrêter, ils vont vous dire non mais c'est bon, ça on a compris. Parfois on va vous dire mais maître, non, là vous avez dépassé votre temps. Moi j'ai eu une audience où l'une des magistrates assesseurs n'arrêtait pas d'exprimer sa désapprobation lors de ma plaidoirie. Elle soufflait, elle se tenait la tête, et donc je me suis arrêté. Et donc j'ai demandé au tribunal s'il y avait une difficulté avec ma plaidoirie ou si j'avais dépassé le temps qui m'était imparti, et je ne pensais pas puisque j'avais commencé ma plaidoirie il y a 10 minutes. Et le parquet avait requis pendant 20 minutes ou 30 minutes sans que le tribunal ne fasse montre d'aucune exaspération. Et donc la présidente, effectivement, a indiqué à l'audience, non, maître, continuez, il n'y a aucun problème. Voilà, on est parfois effectivement confronté à ce genre d'incident, mais il faut savoir les gérer. Est-ce que vous avez un désir, une envie, d'une idée de quelque chose qu'on pourrait changer pour améliorer votre travail ? Tellement de choses. Pour améliorer notre travail, déjà, il faudrait arrêter de réformer à chaque fait divers la loi, ce qui permettrait d'avoir un droit constant qui permette de ne pas chambouler toutes les pratiques dès qu'un fait divers intervient. Pour faciliter notre travail, on pourrait aussi nous permettre de nous déplacer librement au palais de justice, puisque si vous voyez la configuration du palais, donc vous avez un rez-de-chaussée dans lequel on peut effectivement se déplacer librement. On a même une salle de l'ordre des avocats qui nous est dédiée. Et ensuite, vous avez des étages donc, où sont les greffiers, les juges, les magistrats du parquet et de l'instruction. Et là, vous devez demander l'autorisation, vous devez sonner, et puis quand quelqu'un ne vous entend pas, vous devez frapper, et puis vous devez attendre. Et donc il y a une certaine méfiance envers notre profession. Et je pense qu'effectivement, si on nous laissait déjà nous déplacer librement, on pourrait exercer plus facilement notre métier. Et puis après, il y a tout un tas de choses-trappes procéduraux qui ont été créés et qui effectivement mettent des obstacles à n'importe quel exercice effectif des droits. Vous voyez continuer votre métier jusqu'à quel âge ? Alors moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir fait ce métier non pas par vocation. J'ai jamais eu de vocation, je me suis jamais dit je vais faire avocat. Donc en fait, vu que j'y suis rentré un peu par hasard, je me dis que je peux tout à fait en sortir par hasard. Et donc j'ai aucun plan de carrière, je ne sais pas combien de temps je vais faire avocat. Je suis très sensible aux événements de la vie, donc s'il y a quelque chose qui me donne envie ailleurs, j'irai ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.